de l'utilisation uniquement du pétrole. Donc ensuite, ça vient le charbon avec 21%. Ensuite, le nucléaire, plutôt le plutôt le gaz, le charbon. Ensuite, vous avez 6% le nucléaire, etc. Donc, vous voyez que l'utilisation des énergies fossiles elle est très très importante. Mais la fluctuation des prix de ce pétrole et les problèmes de changement climatique ont fait que toutes les politiques mondiales essayent de trouver des alternatives à l'utilisation de ces énergies fossiles, sans oublier la rareté de ces énergies fossiles avec le temps. Donc, l'utilisation excessive de ces énergies avec le temps font que ces énergies, viendra un jour où elles seront complètement épuisées. Donc, tous ces facteurs font que les politiques ont réfléchi à trouver des remplaçants, des alternatives à ces énergies fossiles. Donc, ces alternatives, nous les avons déjà citées, c'est les énergies renouvelables. Donc, nous avons cité dans les cours précédents quelles sont les énergies renouvelables, qui sont l'éolienne, l'utilisation de la géothermie, l'utilisation de l'énergie solaire, etc., etc. Donc, nous les avons tous cités. Mais c'est pas ça le plus important, ce n'est pas ces énergies renouvelables par rapport aux énergies, par rapport, on va dire, au pourcentage des biocarburants. C'est le carburant beaucoup plus qui intéresse les politiques mondiales, c'est de trouver des remplaçants aux carburants issus des énergies fossiles. Donc, les carburants issus de la végétation, de la biomasse, sont les plus intéressants à étudier. Donc, dans un deuxième chapitre, nous avons vu la biomasse lignocellulosique, nous avons vu sa composition, nous avons vu comment arriver à synthétiser des biocarburants par les procédés thermochimiques et par les procédés biologiques comme la fermentation. Tout ça, on les a vus dans les cours précédents. Ensuite, nous avons parlé des inconvénients et des avantages de chaque type de biocarburant. Donc, on avait parlé des biocarburants de première génération, nous avons donné les avantages et les inconvénients. Ensuite, nous avons parlé des biocarburants de deuxième génération et on avons donné aussi les avantages et les inconvénients. Et nous avons introduit les biocarburants de troisième génération, c'est-à-dire les biocarburants issus de molécules d'intérêt qui sont extraits à partir de la biomasse algale. Nous avons dit que la biomasse algale est très très intéressante parce qu'elle contenait des molécules qui peuvent synthétiser des biocarburants. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la biomasse algale. Donc la biomasse algale, elle a suscité l'intérêt de toutes les communautés scientifiques. On peut recenser des centaines et centaines de travaux scientifiques qui parlent des algues et des microalgues. Pourquoi? Parce que pourtant, la connaissance des algues, la connaissance des bienfaits des algues remonte à plusieurs années. Donc, les Asiatiques ont commencé à consommer les algues directement pour leur alimentation et pourtant, ça n'a pas suscité autant d'intérêt. Jusqu'au jour où les gens ont découvert les molécules qui pouvaient synthétiser les biocarburants, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un engouement d'intérêt vers cet axe de recherche, c'est-à-dire développer des recherches pour essayer de trouver la meilleure façon d'exploiter les molécules que synthétisent ces microalgues. Donc, avant de donner beaucoup plus de détails, on va voir qu'est-ce que c'est que les algues, qu'est-ce que sont les algues et les microalgues. Donc,
les algues sont des êtres vivants d'abord, c'est des êtres vivants qui sont, comme vous le voyez ici, qui se développent dans le milieu humide. C'est surtout dans le milieu humide. Ils sont très divers et ce qui les caractérise d'un premier coup d'œil, c'est qu'ils sont des chlorophylliens. C'est que ce sont un ensemble de végétaux chlorophylliens, c'est-à-dire ils possèdent de la chlorophylle pour participer au processus de la photosynthèse. Alors, ces êtres vivants, on les trouve dans les milieux humides, c'est-à-dire où il y a de l'eau. Ce sont des végétaux, si on veut parler par exemple de leur côté aspect physique, ce sont des végétaux qui ne possèdent ni feuilles, ni racines, ni vaisseaux, ni fleurs, ni graines. Hein, pourtant, on les appelle des végétaux. Mais des végétaux qui ne ressemblent pas aux autres végétaux terrestres. Parce que, par définition, quand on cherche la définition des algues ou des microalgues, on se rend compte que c'est des êtres vivants qui ne ressemblent pas, de point de vue aspect physique, aux autres végétaux terrestres. Parce qu'ils ne possèdent ni feuilles, ni racines, ni vaisseaux, ni fleurs, ni graines. Ils ont par contre un appareil végétatif, mais celui-ci, il est très simple, il est caché, qu'on appelle le thalle. Donc, vous devez retenir certains termes associés aux microalgues. Donc, le thalle, c'est l'appareil végétatif des microalgues. Celui-ci est très simple et il est généralement caché. Alors, le thalle présente une grande diversité de formes, c'est-à-dire que ce thalle, on peut le trouver sous forme de feuilles, sous forme de tubes, sous forme de ovales, sous forme même des boules remplies d'eau. Donc, ce que vous voyez ici dans cette image, c'est une diversité de formes d'appareils végétatifs qui se trouvent dans les milieux humides. Les microalgues, on leur associe aussi un terme phytoplancton. Ça veut dire quoi phytoplancton? Ça veut dire que c'est un terme qui nous arrive du grec. Ça veut dire que c'est une plante qui flotte dans l'eau. Tout simplement, une définition, on va dire directement issue du grec, une plante qui flotte. Donc, ce sont des micro-organismes qui possèdent une seule cellule ou plusieurs cellules, parce qu'il y a une très grande variété d'espèces de microalgues. On peut distinguer des microalgues qui sont unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils possèdent une seule cellule, comme on peut trouver des micro-organismes pluricellulaires. Alors, ce sont on les appelle aussi des micro-organismes photosynthétiques. Je viens de vous le dire tout à l'heure quand j'ai noté le terme chlorophyllien, c'est-à-dire qu'ils utilisent le processus de photosynthèse pour se développer. Donc, parler de photosynthèse, ça veut dire que ces plantes ont besoin de lumière, ont besoin de CO2, ont besoin de quelques sels minéraux pour justement synthétiser des molécules comme le sucre et l'eau. On a vu le processus de photosynthèse quand on a abordé la biomasse lignocellulosique. On a donné les réactions de la photosynthèse, les réactifs et les produits, etc. Donc, ce qui est très important dans la photosynthèse des microalgues, c'est qu'ils nous donnent une source d'énergie qui sont l'ATP. Donc, l'ATP, c'est l'adénotriphosphorique. Alors, point de vue morphologique. Alors, je vais vous montrer un petit peu point de vue morphologique. Alors, vous avez ici une cellule de microalgues, mais à ce moment-là, c'est une cellule qu'on dit eucaryote.
C'est une cellule qu'on dit eucaryote. Qu'est-ce que ça veut dire eucaryote? Là aussi, c'est un terme qui nous arrive du grec. Ça veut dire que c'est des micro-organismes aquatiques qui possèdent un noyau. Vous allez me dire, madame, mais est-ce que il existe d'autres espèces de microalgues qui n'en possèdent pas? Je dirais oui. Ils sont appelés prokaryotes. Donc, nous pouvons distinguer à partir de là qu'il existe des eucaryotes et des prokaryotes. Ça veut dire que il y a des micro-organismes qui possèdent un noyau et d'autres qui n'en possèdent pas. Donc, les micro-organismes ou les microalgues qui nous intéressent beaucoup plus sont les eucaryotes. Pourquoi? Parce que dans leur morphologie, il existe des organites très importants qui sont intéressants parce qu'elles synthétisent des molécules importantes pour beaucoup de domaines d'application qu'on verra tout à l'heure. Alors, on va revenir à cette définition après. Donc, j'ai donné plusieurs termes associés aux microalgues. Donc, je viens de parler que ce sont des végétaux chlorophylliens. Ils ont un appareil végétatif très simple, est appelé le thalle. Ce thalle, on peut le trouver sous différentes formes, donc des formes de tiges, de formes de tubes, de formes de ovales, des tourmerantes, etc. Il y a énormément de formes d'appareils végétatifs pour les microalgues. Ils sont des phytoplanctons. Donc, j'ai dit que c'est plancton, ça veut dire que c'est une plante qui nage. Phyto, ça veut dire que c'est des végétaux. Ça veut dire des végétaux qui sont photosynthétiques. D'accord? Ils sont des eucaryotes parce qu'ils possèdent un noyau pour les distinguer des prokaryotes. Et il y a le terme autotrophe. Autotrophe, ça veut dire qu'ils s'auto-nourrissent. Ça veut dire qu'ils se nourrissent seuls grâce à la photosynthèse. Alors, pourquoi les microalgues sont si intéressants et si, ils attirent l'attention des chercheurs et des politiciens? On va voir. Donc ici, avant d'aborder qu'est-ce qui fait que ces microalgues sont très importants, on va voir leur morphologie. Donc ici, vous avez un exemple d'une cellule eucaryote. Donc vous pouvez voir ici sa forme ovale, d'accord? Donc sa forme ovale, on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle le plasma membranaire. Donc, c'est un espace qui est entre la membrane et les organites. D'accord? Donc, ensuite, on voit le cytoplasme. Donc, ce cytoplasme, c'est l'espace entre la membrane et le plasma. Où il y a le noyau de la cellule et qui contient des micro-organites. Donc ici, vous voyez les organites que compose cette cellule. Donc on peut citer les organites les plus importants de cette cellule, hein, qui attire l'attention des scientifiques et des chercheurs. Donc les organites les plus importants, c'est la mitochondrie. Regardez ici cette forme ovale qu'on appelle mitochondrie. Alors, qu'est-ce que c'est que la mitochondrie? Ce sont ce qu'on appelle des centrales énergétiques. C'est des centrales énergétiques. Pourquoi? Parce que c'est là où on produit l'ATP, donc l'adénosine triphosphate. Dans l'ATP, c'est là où la microalgue ou les algues produisent les molécules d'ATP. Ensuite, vous avez le réticulum endophasique. Alors ici, le réticulum, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le réticulum ici? Alors, voilà, ici le
réticulum endophasique, ici c'est en anglais. Donc celui-là c'est la zone de synthèse des matières organiques, très importante aussi pour différentes applications. Donc là, ce que vous voyez en bleu-violet, c'est le réticulum endophasique. C'est ici, c'est des zones où le micro-organisme produit des protéines et des lipides et beaucoup d'autres molécules très importantes qui sont utilisées dans différents domaines. Ensuite, vous avez ici l'appareil de Golgi. Ce que vous voyez ici en rose, c'est l'appareil de Golgi. Une fois que les molécules d'intérêt, les molécules très importantes sont synthétisées, c'est là où elles sont conservées. C'est pour ça que l'appareil de Golgi est appelé réservoir de protéines et de lipides. Hein? D'accord? Sinon, les autres, ce sont des composés qui intéressent beaucoup plus les gens de biologie. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est uniquement les organites qui produisent les molécules importantes pour la synthèse de plusieurs, on va dire, produits qui seront utilisés dans différents domaines. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair? Oui. Ah, vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, Bon, madame. très bien. Donc ici, vous avez un exemple de contre-micro-organismes, de contre-eucaryotes, si vous voulez. Donc c'est l'opposé des eucaryotes, ce sont les prokaryotes. Ce sont des micro-organismes qui ne nous intéressent pas parce qu'elles n'ont pas de noyau, elles n'ont pas les organites qui produisent les molécules importantes. Donc c'est pour ça que les microalgues qui nous intéressent sont les microalgues qui possèdent un noyau et qui possèdent bien sûr les molécules d'intérêt. D'accord? Parfait. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur les microalgues, c'est que c'est des microalgues qui contiennent de la carotide. Parce que c'est quoi? C'est des pigments. C'est des pigments qui donnent des couleurs aux microalgues. C'est pour ça qu'on peut classer, si vous voulez, l'ancienne classification des espèces de microalgues était basée sur leur couleur. Mais ça ne suffit pas avec le temps, avec le développement de la recherche. Ils ont trouvé beaucoup de critères de classification, donc des critères liés à la morphologie, des critères liés au mode de métabolisme et des critères basés sur la taille des donc, mais la première classification, elle était basée sur les pigments, c'est-à-dire sur les carotides qui sont des pigments qui donnaient les couleurs en microalgues. Donc, vous voyez ici, nous avons des algues brunes, des algues rouges, des algues vertes. On peut trouver des algues bleues aussi. Donc différents. Alors, vous voyez ici le nombre d'espèces qui ont été répertoriées dans le monde. C'est 25 000 espèces dans le monde. Certains parlent de 30 000, d'autres parlent de 200 000. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver plusieurs références qui ne donnent pas le même chiffre par rapport au nombre d'espèces de microalgues qui existent dans le monde. Donc ici, je vous ai recensé par exemple, un nombre d'espèces qui a été donné par une personne. En Bretagne, c'est 700 espèces. En Algérie, par contre, ils ont recensé 303 espèces unicellulaires en Algérie. Mais la référence à partir de laquelle j'ai pris cette information dit aussi que les informations ne sont pas très actualisées et qu'on n'a pas une banque de données qui est aussi fiable. Donc, mais à peu près, les gens ont recensé 303 espèces unicellulaires en Algérie de microalgues. Alors, qu'est-ce qui fait que
ces microalgues sont très importants, c'est qu'ils sont caractéristiques, je viens de vous le dire, que c'est des êtres vivants qui se développent dans les milieux humides. Donc les milieux humides, à savoir les océans, les mers, les lacs, tout là où il y a de l'eau. Mais ce qui est impressionnant, c'est que ces microalgues résistent aux conditions climatiques extrêmes. Ça dépend des conditions climatiques. Ces êtres vivants peuvent résister au point où ils se développent même au pôle Nord, c'est-à-dire là où la température est vraiment très basse. À l'opposé, ils peuvent aussi survivre à des climats beaucoup plus chauds comme les eaux thermales. Les eaux thermales, donc il y a aussi les eaux très salées. C'est pour ça qu'on dit que ces êtres vivants arrivent à se développer, arrivent à s'adapter à des milieux où les conditions climatiques sont très sévères. On arrive maintenant au pourquoi les microalgues sont importants et quels sont les domaines d'application de ces microalgues. Donc, les recherches ont prouvé que ces microalgues pouvaient synthétiser des molécules qui étaient utilisées dans la production de médicaments, dans la production de produits nécessaires pour la cosmétique. Alors, ce sont des produits aussi, des molécules de synthèse pour des agents antioxydants. Pour l'agroalimentaire, ça c'était évident depuis des années. Les Asiatiques les utilisaient carrément pour manger. Ils les mangent complètement, les algues. Ils sont aussi bons pour la nutrition humaine et animale. Et ce qui est le plus important aux yeux des chercheurs, c'est que c'est des molécules qui servent à synthétiser les biocarburants de 3e génération. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, là vous voyez une variété d'espèces de microalgues avec des noms très compliqués. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut pas les classer, c'est-à-dire ni par leur taille, ni par leur pigment, la couleur de pigment, ni par leur métabolisme, mais au moins les gens, selon l'utilisation, chacun comment il va les classer. C'est-à-dire certains ils disent que je fais un classement par rapport à leur couleur, d'autres ils disent que non, je fais un classement par rapport à leur métabolisme, etc. Donc sachez que on peut pas classer à partir d'un seul critère les microalgues. Il y a beaucoup de critères qui font que la classification est très complexe. On va voir, je vous ai déjà donné un classement par rapport à leur taille, c'est plus simple. Et surtout pour vous, pour simplifier un petit peu l'acquisition des informations, je vous ai donné par rapport à leur taille, par exemple, j'ai parlé des diatomées. Des diatomées, ce sont des micro-organismes dont la taille varie entre 50 et 500 microns. J'ai donné les petites diatomées qu'on appelle nanoplanctons. Eux ont une taille de 50 microns. Comme on peut trouver les diatomées de beaucoup plus petite taille, qu'on appelle cryophycées, s'ils sont classés ultraplanctons et ils ont une taille comprise entre 0,5 et 50 microns. Donc, vous vous rendez compte que c'est des micro-organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais c'est grâce au microscope. Alors, il faut savoir aussi quels sont les micro-organismes les plus abondants, c'est-à-dire qu'on trouve partout et qu'on trouve d'une façon importante, c'est les diatomées, les algues vertes, les cyanobactéries et les algues dorées. Ce sont les 4 espèces qui sont les plus abondantes que les gens ont étudiées beaucoup plus facilement parce qu'ils arrivent à les faire cultiver facilement. Alors, maintenant, on va parler de la composition biochimique
des microalgues, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles contiennent ces microalgues et qu'est-ce qui fait qu'elles sont très importantes. Alors ces microalgues, sachez qu'elles synthétisent, comme on l'a vu tout à l'heure dans la cellule, qu'elles contiennent des lipides. Alors les lipides, mais ce n'est pas à n'importe quelle quantité. Hein, des lipides à jusqu'à 70% de leur poids massique. D'accord ? Vous avez les protides, plus faible quantité, de 15 à 65. Vous avez les glucides, de 10 à 50. Vous avez aussi les pigments, c'est-à-dire les caroténoïdes qui donnent la couleur. Mais ici, ces pourcentages, bien sûr, ils sont variables pour chaque espèce. Hein. Pour chaque espèce, par exemple ici, quand on dit 15 à 65%, ce sont des protides qu'on peut trouver dans certaines espèces. Et si on peut comparer la quantité de protides produites par rapport aux graines de soja, c'est vraiment important. Il n'y a pas que ces molécules qui sont synthétisées par les microalgues, on peut trouver aussi différents types de vitamines. Donc, on peut trouver de la vitamine B1, de la vitamine B6, de la B12, de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine K1. Donc, toutes ces vitamines, on peut les trouver chez les micro-organismes et on dit que certaines études ont prouvé que les huiles synthétisées à partir, les huiles produites par les microalgues sont en quantité jusqu'à 30 fois plus que celles produites par les cultures ou des végétaux qui produisent de l'huile, les végétaux terrestres comme les palmes, le soja, la betterave, etc. Donc, toute cette quantité suscite l'intérêt des scientifiques. C'est pour ça qu'on trouve des centaines et des centaines de travaux de recherche qui essayent de trouver des modes de développement et des modes d'application des molécules issues des microalgues. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Y a-t-il des questions? Allô, allô? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Oui. Vous avez des questions? Vous avez tout compris? Oui. J'essaye de réduire un petit peu les informations pour vous donner le minimum possible afin de vous permettre d'assimiler, mais il me faut quand même votre intervention pour que je puisse être sûre que vous êtes là et non pas connecté, vous êtes ailleurs, hein, parce que j'ai l'impression que je parle seule. Alors, à quoi servent les huiles? Alors, on va voir maintenant à quoi servent les huiles des microalgues. Vous avez ici, j'ai parlé, j'ai donné les différentes applications. J'ai dit que c'est des molécules qui peuvent servir à plusieurs domaines d'application. J'ai cité la cosmétique, l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les biocarburants et beaucoup de domaines où on peut utiliser. Il n'y a pas qu'uniquement les huiles, mais il y a beaucoup de molécules, comme je viens de citer. Nous avons les lipides, les protides, les glucides, les saccharoses, beaucoup, une panoplie de produits qui sont très importants pour différentes applications.
Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la classification et j'ai dit qu'on peut pas classer les microalgues facilement. C'est-à-dire, on peut pas trouver un critère ou les deux critères pour les classer. On a énormément de critères et les gens disent, les scientifiques disent que classer les microalgues, c'est très complexe. Donc, j'ai donné une petite classification par rapport à leur taille, mais c'est très, on va dire, très timide comme classification. On peut aussi trouver, comme je l'ai dit, une classification par rapport à leur mode de métabolisme, c'est-à-dire comment, à quelles conditions leur faut-il pour se développer et en contrepartie, quelles sont les molécules que ces microalgues peuvent nous donner en contrepartie. Donc, on peut trouver des microalgues qu'on appelle autotrophes. Des microalgues autotrophes, ça veut dire, je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'ils s'auto-nourrissent. Ça veut dire qu'ils se nourrissent seuls. Et pour leur nourriture, pour leur développement, ils ont besoin d'eau, bien sûr, parce que c'est des micro-organismes aquatiques qui se développent dans les milieux humides. Donc, c'est évident, le premier nutriment, c'est l'eau. Ensuite, ils ont besoin de CO2. C'est clair parce que dès qu'on dit qu'ils sont chlorophylliens, ils sont photosynthétiques. Donc, automatiquement, ils absorbent du CO2 et bien sûr, les sels minéraux. Alors, en contrepartie, ces micro-organismes, par le biais de la photosynthèse, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent exactement comme la biomasse lignocellulosique, et bien sûr les végétaux en général, ils donnent de l'oxygène et des composés organiques. Donc, différents types de composés organiques. Ça, c'est les types, un type de métabolisme qu'on appelle autotrophe. On peut trouver un autre mode, c'est-à-dire d'autres micro-organismes qui sont dits hétérotrophes. Hétérotrophes par rapport à leur mode de métabolisme qui est différent des autotrophes. Les hétérotrophes, eux, ils ont besoin de matière organique et de l'oxygène pour se développer. En contrepartie, ces hétérotrophes nous donnent bien sûr de l'eau, du CO2 et des composés organiques. C'est exactement le contraire des autotrophes. Donc, exactement. Pas la photosynthèse, mais ils utilisent la respiration, le phénomène de respiration, pour avoir un métabolisme qu'on appelle hétérotrophe. Il existe aussi d'autres espèces qui sont dites mixotrophes. Mixotrophes, ça vient de mixer, ça vient de mélanger. Ça veut dire que ces espèces-là, ils peuvent être autotrophes et hétérotrophes en même temps. Alors, vous allez combiner exactement les nutriments nécessaires pour les autotrophes et les nutriments nécessaires pour les hétérotrophes et vous allez les rassembler pour les mixotrophes. Et exactement la même chose pour les molécules produites en contrepartie. Quand ces micro-organismes arrivent à trouver leurs nutriments nécessaires, ils nous donnent le mixte. Ils nous donnent en même temps le CO2 et l'O2, ils nous donnent les composés organiques. Et donc, là aussi, comment ils arrivent à faire ça? Eh ben, ils utilisent en même temps la photosynthèse et la respiration. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Des questions jusqu'à maintenant? Très bien. Puisque c'est clair, c'est très bien. Très bien. Alors, comme on a parlé des avantages et des inconvénients des biocarburants de première génération et de deuxième génération, là aussi, on va donner les avantages de valoriser la biomasse algale. Donc, qu'est-ce qui fait que la biomasse algale
a des valeurs si importantes. Donc, nous l'avons dit, c'est des micro-organismes qui nous donnent des molécules nécessaires pour la fabrication de biocarburants. Donc, ce sont des combustibles. Comme vous venez de le dire, ils nous débarrassent du CO2 qui est un gaz à effet de serre. C'est exactement comme les plantes terrestres. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que la recherche a prouvé qu'ils arrivent à produire jusqu'à 30 fois plus de litres d'huile par hectare. Par hectare, c'est-à-dire quand vous consacrez 1 hectare de terre pour cultiver ces microalgues, et ben quand vous faites la culture, vous pouvez vous faites la récolte, vous pouvez avoir jusqu'à 30 fois plus de litres d'huile que celle donnée par la colza et le palmier. Un autre avantage, c'est qu'ils sont faciles à cultiver et offrent un meilleur rendement. Leur développement dans le milieu aquatique et les milieux humides permet une économie d'eau. Donc, la biomasse lignocellulosique, quand on les cultive, ils ont besoin d'engrais, ils ont besoin d'être arrosés, ils ont besoin d'apport d'eau. Donc, vous avez aussi une énergie à débourser pour pouvoir les cultiver. Ici, pour les microalgues, on peut économiser quand même une quantité d'eau importante puisqu'eux-mêmes, ils se développent dans les milieux humides. Par contre, ils ont des inconvénients, c'est que puisque la recherche est en cours, on a déjà synthétisé des biocarburants à base de biomasse algale, mais ce qu'il y a, le coût reste très très cher parce que le coût de la recherche est important, donc tout ce qui est on va pas dire tout ce qui est équipement de recherche reste important. C'est pour ça que les biocarburants synthétisés à partir de cette biomasse restent chers. On va voir quand on va aborder les milieux de culture et les moyens qu'on débourse pour cultiver à grande échelle ces microalgues, on va voir aussi quels sont les inconvénients pour beaucoup de types de cultures. Donc, il y a des cultures qui se font à ciel ouvert et il y a des cultures qui se font dans des bioréacteurs. Donc, chaque milieu de culture possède des avantages et des... Donc, voilà, si vous voulez, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui concernant la biomasse algale. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations à donner et donc je préfère vous donner des informations en petite quantité et non pas beaucoup en même temps parce que je sais que déjà vous n'êtes pas nombreux. Je vois que vous n'êtes que 15 et donc il n'y a pas de questions, ça m'embête. Je suis pas sûre que beaucoup suivent. Donc, c'est pour ça que je préfère aller doucement. Je vous écoute toujours s'il y a des questions. Alors, on dirait qu'il n'y a personne. Alors, voilà ce que porte le cours d'aujourd'hui. Donc, Ziyed, on se voit jeudi, Inch'Allah, pour le cours d'un PA. D'accord?